Bonjour et bienvenue à toutes et à tous pour ce webinaire Déconstruire les récits dominants, quel rôle pour la culture dans la fabrique des nouveaux imaginaires. Je suis Bérénice Sarda, coordinatrice de la vie du réseau pour Culture Co, et je souhaite la bienvenue à Jean-Siane Guillot qui va animer ce webinaire, ainsi qu'à Laurence Guestem et Emmanuel Bertin qui interviendront tous les deux. Ce webinaire est organisé par Culture Co, Réseau national pour la culture dans les départements, et en partenariat avec la Fabrique des transitions, qui est une alliance transpartisane de territoires et de réseaux qui renouvelle la manière de conduire les transitions. Ce webinaire s'adresse à nos adhérents, à nos partenaires, aux acteurs et actrices des politiques culturelles territoriales et acteurs et actrices des transitions. Il est ouvert à toutes et à tous et sera disponible en rediffusion. Alors, un petit mot sur pourquoi ce webinaire? Eh bien, parce que dans le réseau de Culture Co est remonté de la part de nos adhérents un besoin de ressources sur la question des transitions des politiques culturelles. Aujourd'hui, on voit beaucoup de ressources et d'informations qui commencent à être diffusées sur la transition écologique du secteur culturel, mais il n'est pas toujours clair d'identifier le rôle que peuvent jouer les collectivités territoriales en matière de politique culturelle pour accompagner et encourager ces transitions. C'est pour ça qu'on a voulu accompagner nos adhérents et créer de la ressource sur cette question. Et on a donc imaginé avec la Fabrique des transitions un cycle de webinaires en 3 temps qui s'intitule Intégrer la transition écologique dans l'ADN des politiques culturelles territoriales. On a organisé un premier webinaire en avril, qui est aujourd'hui accessible en rediffusion, sur la question de la décarbonation du secteur culturel. Il y aura un autre webinaire le 9 juillet prochain, qui s'appelle La culture, levier de démocratie et de coopération territoriale. Et on propose donc aujourd'hui le deuxième volet de ce cycle, Déconstruire les récits dominants, quel rôle pour la culture dans la fabrique des nouveaux imaginaires. On a voulu traiter cette thématique parce que la question de la déconstruction des récits dominants et de la fabrique de nouveaux récits est une question éminemment culturelle, évidemment. Les artistes ont bien sûr une part à prendre, mais ce ne sont pas les seuls. Les acteurs culturels au sens large sont également concernés, ainsi que les acteurs des politiques publiques, et c'est ce qu'on a voulu montrer avec ce webinaire. Donc, pour traiter cette question, on a fait appel à Laurence Guettem, qui est consultante pour la transition écologique du secteur culturel chez Culture Demain, anciennement violoncelliste professionnelle, puis administratrice et directrice de structures culturelles. Elle s'est formée aux enjeux environnementaux, sociaux et économiques de la transition écologique de la culture et s'est spécialisée sur la question des nouveaux récits. Et lors de la première partie du webinaire, elle nous présentera un panorama des enjeux des nouveaux récits dans le secteur culturel. On entendra ensuite Emmanuel Bertin, directeur du CERDD, Centre Ressources Développement Durable, qui outille et accompagne les acteurs de la région Hauts-de-France vers de nouveaux modèles de société et les incite à contribuer aux transitions économiques, sociales et écologiques des territoires. Il nous présentera notamment le projet Archipel Histoire de s'adapter, un projet qui fait appel à des approches artistiques pour créer de nouveaux récits enviables de l'adaptation au changement climatique. Et enfin, on a le plaisir d'avoir avec nous Jean-Siane Guillot, consultante et facilitatrice avec qui Culture Co collabore régulièrement et qui animera ce webinaire, notamment une troisième séquence de discussion entre nos deux intervenants à l'issue de leurs présentations respectives. Donc, entre ces différentes interventions, il y aura des temps d'échange pendant lesquels on vous invite à poser vos questions. Et donc, vous pouvez réagir, poser vos questions ou partager vos témoignages directement dans le chat et on les portera à la vidéo. Avant de laisser la parole à Jean-Siane, je voulais vous indiquer brièvement d'autres ressources proposées par Culture Co sur la question des transitions. Les éditions du LUCA, donc le LUCA, c'est le laboratoire d'usage culture art société. Donc les éditions du LUCA ont publié récemment un ouvrage de Raphaël Besson sur la prise en compte des transitions dans les politiques culturelles et qui s'intitule Pour une culture des transitions. Vous avez toutes les informations sur le site lucarecherche.fr. Et lors de la dernière rencontre nationale des départements pour la culture, qui a eu lieu en novembre en Seine-et-Marne, Nathalie Blanc, qui est directrice de recherche au CNRS et directrice du Centre des politiques de la Terre, est notamment intervenue sur la question de la contribution des arts et de la culture à l'habitabilité de la Terre. Et cette intervention est disponible en rediffusion sur notre site internet et sur notre page YouTube. Et elle a également donné lieu à un podcast réalisé en partenariat avec l'OPC, l'Observatoire des politiques culturelles. Donc, je vous transmettrai les liens vers ces ressources à l'issue du webinaire et je laisse la parole à Jean-Siane. Je vous souhaite à toutes et à tous un très bon webinaire. Merci beaucoup, Bérénice. Eh bien, je suis ravie de vous retrouver pour ce second. Et il va s'agir aujourd'hui de rentrer dans le vif d'un sujet d'urgence, on va dire. Il s'agit d'explorer la puissance des récits et de l'imaginaire au service de la transformation du réel, et même de la nécessité de ces récits pour transformer le réel. Et
On voit aujourd'hui comment, on est dans une urgence politique et on voit comment les récits aujourd'hui, emportent des transformations et il y a qu'à voir la façon dont les fausses informations, dont les pratiques de storytelling, les influences via les réseaux sociaux, voilà, façonnent des récits. Par exemple, un seul pour ne pas le nommer, mais par ex le récit d'une respectabilité, des extrêmes droites, par exemple, qui les rendent, voilà, présentables, proches, crédibles, même inoffensives. Donc on voit au quotidien comment, des récits se construisent et nous amènent une réalité qui ne nous semblait pas la nôtre, il y a finalement si peu de temps. Voilà, ce sont des récits effarants, qui nous écrasent finalement, qui dominent. On parlera beaucoup de récits dominants ensemble et alors nous avons à faire face à des urgences, en termes de alors, sociaux, en termes politiques, en termes écologiques et il est urgent de s'emparer de ces possibilités qu'offrent le récit et l'imaginaire pour transformer le réel dans le sens d'une société souhaitable, en fait et alors le paradoxe, c'est que les récits la construction des récits sont des projets de temps long, on va le voir, hein, avec nos 2 intervenants, des choses qui se bâtissent, de façon multidimensionnelle, mais dans le temps long. Donc c'est d'autant plus urgent de se voilà, de s'emparer de ces méthodes au service finalement de, voilà, de futurs désirés, et au service de valeurs qui nous réunissent. Voilà, alors, qu'il s'agisse d'un projet de société, du rapport au vivant, du rapport à la planète, voilà, de vision d'avenir finalement. Alors, nos 2 intervenants vont être extrêmement complémentaires. Laurence Guettem va nous parler, de la construction des récits, mais en quoi et comment cela opère. Et puis avec Emmanuel Bertin, on va pouvoir rentrer dans le détail, d'un exemple, effectivement d'un projet, qui associe artistes, partenaires, collectivités territoriales et qui interroge finalement les habitants d'un territoire sur, des futurs, souhaitables à partir d'hypothèses, finalement de réchauffement climatique. Si je résume, vous nous raconterez ça plus en détail. Mais il s'agit, dans les 2 cas de s'interroger sur la puissance de ces désirs, qui nous semblent, de ces récits qui nous semblent d'autant plus urgents, de construire aujourd'hui. Alors voilà, bah, je vous donne, la parole. Vous avez un temps, qu'on a un petit peu calibré. Si jamais, c'est nécessaire, je vous ferai peut-être un petit signe et le but, c'est effectivement qu'on puisse réagir aux questions, de vous les participants que vous pouvez poser via le chat à n'importe quel moment. Donc on les rassemblera et on les posera aux intervenants de façon à créer un dialogue par, voilà, via vos questions écrites interposées. Il y a énormément à dire et entendre, donc ça va être passionnant et donc je donne la parole, Laurence, sur, voilà, en quoi et comment les récits façonnent le réel. Merci Gentiane et bonjour à toutes et à tous et merci Bérénice pour l'invitation à venir partager avec le réseau et au-delà le fruit des recherches et de mon expérience aussi de terrain parce que c'est de là dont je vais vous parler. Effectivement, je ne suis pas chercheuse, je ne fais pas des études de sociologie, etc. Mais voilà, je viens du secteur de la culture et, ça fait 25 ans que je le pratique. Et c'est vraiment fruit voilà, de mes observations et de mes recherches que je porte aujourd'hui ce travail autour des nouveaux récits dans le secteur culturel. Alors, je vais vous partager un support de présentation. Donc, comme Bérénice vous le disait, voilà, dans ma première vie professionnelle, j'étais artiste musicienne. Et puis, j'ai administré des structures culturelles, j'ai coordonné des festivals. euh, et, euh, et puis, finalement, j'ai pris la direction générale d'un orchestre et chœur parisien. Et en parallèle de mes activités professionnelles, voilà, j'avais des valeurs qui étaient tournées vers l'écologie. Et notamment, j'ai eu ce qu'on appelle un wake-up call lorsque je suis allée voir le film Demain de Cyril Dion à l'écran. Donc, c'était il y a une petite dizaine d'années. Et, euh, et ça a été un wake-up call parce qu'en fait, bah, j'ai appris ce jour-là que il y avait des enjeux environnementaux très importants auxquels on allait faire face et que contrairement à ce qu'on nous disait toute la journée, c'était pas fichu. Des solutions étaient possibles et pour cela, eh bien, l'action était nécessaire. Et donc, je me suis dit, d'accord, on nous dit tout ça, et puis apparemment, ça fait quand même pas mal d'années qu'on nous dit tout ça, et pourtant, moi, à titre personnel et surtout professionnel,
je ne vois pas d'action allant dans le bon sens. Donc, je suis rentrée dans ce qu'on appelle une dissonance, une dissonance entre les valeurs personnelles que j'avais et puis l'activité professionnelle que je menais, à savoir envoyer un orchestre et chœur de 90 musiciens pour un concert à l'autre bout de l'Europe en une journée et demie, aller-retour en avion, etc., etc. Donc, voilà, j'ai décidé que je voulais me former plus spécifiquement sur ces enjeux-là pour pouvoir peut-être eh bien, faire ma part et accompagner notre secteur dans sa transformation écologique. Et donc, je me suis nourrie des travaux du Shift Project qui sont extrêmement pertinents, scientifiques, vus par des ingénieurs. Et grâce à Christophe Blin, j'ai pu aussi me saisir de ces enjeux-là, grâce eh ben, à ses illustrations, à son humour et tout ce qui est dans la série, dans la BD, pardon, Le Monde sans fin. Et puis, évidemment, la sobriété heureuse de Pierre Rabhi qui ouvre des portes à une sobriété choisie et qui permet de transformer tout ce qui nous semble une contrainte aujourd'hui autour de l'écologie en désir. Je me suis quand même posé la question de pourquoi est-ce que la parole des scientifiques, qui depuis au moins 70 ans nous alertent sur tout ça, n'est pas entendue. Et j'ai trouvé quelques éléments de réponse dans les discours de Cyril Dion, dans les discours d'Aurélien Barraud et tant d'autres, des économistes aussi, comme Timothée Paric, etc., qui nous disent il nous manque un récit. Alors, qu'est-ce qu'un récit? Est-ce qu'il s'agit d'un livre, d'un scénario? Est-ce qu'il s'agit d'une pièce de musique classique? Ben oui, mais c'est pas que ça un récit. C'est également beaucoup d'histoires qu'on se raconte, qui sont dans notre quotidien, qui racontent qui nous sommes, qui façonnent nos sociétés, qui influent sur nos choix. Nancy Houston nous dit, et c'est le titre de son essai, nous sommes une espèce fabulatrice. L'espèce humaine détient un pouvoir singulier qui la distingue de toutes les autres, puisque nous sommes capables d'imaginer et de partager des histoires qui structurent la réalité et nous permettent d'agir ensemble. Alors, les récits façonnent nos sociétés. Donc, les premiers dessins qui racontent nos vies, ils ont été réalisés il y a plus de 30 000 ans. Et tout au long des siècles, les histoires sont devenues des organisations collectives, politiques, guerrières, religieuses. Et les récits, nos récits, construisent nos paradigmes. Pendant pas mal de temps, on a pensé et on était persuadé que la Terre était plate. Et puis la Terre est devenue une sphère au centre de l'univers, au moment de l'Antiquité, c'était le géocentrisme. Et puis aujourd'hui, la Terre, elle tourne autour du Soleil. Donc nos récits euh, nous sont racontés aujourd'hui sur TikTok ou autre Instagram, hein, c'est nos stories, et ils viennent influencer toutes les décisions qu'on va prendre, que ce soit à travers nos lectures, les films que nous regardons, la publicité, les spectacles que nous voyons. Les récits sont tellement puissants qu'ils influent nos vies, voire nos politiques. Aussi, la série Bureau des légendes a eu un tel succès que la DGSE a vu un nombre de candidatures spontanées se démultiplier au fil des saisons. Une autre série qui a eu énormément de succès, qui s'appelle Serviteur du peuple, mettait en scène un professeur d'histoire qui, malgré lui, est devenu président de l'Ukraine. Le comédien qui incarnait le professeur d'histoire dans cette série n'était autre que Volodymyr Zelensky. Et puis les récits, ils peuvent changer notre vision des choses. C'est Jaurès qui disait « Quand les hommes ne peuvent changer les choses, ils changent les mots ». Ainsi, on ne réduit pas les dépenses, on les priorise. On n'est pas pauvre, on est modeste. On n'est pas sans emploi, on est demandeur d'emploi. Alors le récit actuel dominant, eh bien, il est basé sur la consommation, sur la croissance, l'argent. Et
comme on le sait maintenant, il n'est pas compatible avec les limites planétaires. Il est tellement présent qu'on a tendance à imaginer qu'il est immuable. Et nous avons bâti notre identité sociale sur ce récit consumériste. On est intimement persuadé qu'il va nous procurer du bonheur. Le pavillon individuel avec jardin, la grosse voiture, le smartphone, la montre connectée, les vacances le plus loin possible. C'est Alain Souchon qui nous rappelle dans sa foule sentimentale qu'on nous fait croire que le bonheur, c'est d'en avoir plein nos armoires. Aussi, ces indicateurs sociaux, ils sont devenus la norme, ils sont devenus la référence et pour certains, un but ultime à atteindre. Dans la culture, si on transpose, la notoriété d'un ensemble ou d'une compagnie, elle va passer avant tout par le nombre de créations et de diffusions, par son rayonnement à l'international, le nombre d'emplois qu'elle va générer. Si je prends par exemple la réussite d'un festival, voilà, elle va dépendre du nombre de spectacles ou de représentations programmées, du niveau de sa programmation internationale, du remplissage des jauges, bien sûr. Alors ce récit, eh bien, il a placé l'homme au-dessus de toutes les autres espèces vivantes de notre planète. C'est ce qu'on explique quand on parle de paradigme dominant actuel. Nous sommes dans l'anthropocentrisme, qui considère l'humain comme l'entité centrale la plus significative de l'univers et qui appréhende la réalité à travers la seule perspective humaine. Revoir notre façon de vivre au sein des limites planétaires nécessite un changement de paradigme vers du biocentrisme. Et le changement de paradigme, il est possible. L'abolition de l'esclavage, c'est un changement de paradigme. Le droit de vote aux femmes aussi. Alors ce paradigme, si on le déploie vers le futur, il nous emmène où? Eh bien, il nous emmène vers 3 scénarios dominants. Le scénario tendanciel, c'est celui qui, jusqu'à encore il y a 1 ou 2 ans, était vraiment le plus majoritairement étudié. C'est le business as usual. C'est celui qui va minimiser la nécessité de transformer nos modèles et nos pratiques. Le fameux There is no alternative de Margaret Thatcher. Hein, pourquoi changer? Il n'y a pas de problème. On a un deuxième scénario. Alors celui-ci, c'est celui qui est aujourd'hui le plus répandu. C'est le techno-solutionnisme. C'est celui de la croissance verte. Il va venir minimiser nos capacités à nous engager dans des trajectoires de transition. Troisième scénario, c'est la catastrophe, c'est le scénario de l'effondrement. C'est celui qui crée de l'éco-anxiété, c'est celui qui tétanise. Et donc, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que ces 3 scénarios nous conduisent l'humanité à l'inaction. Alors, Jean-Marc, c'est la fin du monde? Jean-Marc nous dit, idéalement, pas tout de suite. N'entendez-vous pas ce bruissement qui vient des territoires? Un autre scénario se ferait un chemin, c'est celui d'un futur souhaitable. Et s'agirait-il d'une utopie? Eh bien oui, oui, c'est une utopie dans le sens où lui donne Sandrine Roudot, qui est auteure de fiction d'anticipation, qui nous rappelle que l'utopia, c'est ce qui n'a pas de lieu. Et donc l'utopie, c'est une histoire qui ne s'est pas encore réalisée. L'utopie, ce n'est pas l'irréalisable, mais l'irréalisé. L'utopie, elle repose sur notre confiance en la capacité des êtres humains à imaginer et à construire un futur meilleur. C'est une source d'inspiration. Et Sandrine Roudot nous dit, l'inverse de l'utopie, c'est le conservatisme. Pierre Rabhi aussi en parle. Il nous rappelait que les utopies d'aujourd'hui sont les réalités de demain. Ah oui, il fut un temps où voler, c'était une utopie. Alors, quand on parle d'utopie, on parle aussi de dystopie. Alors, qu'est-ce que c'est une dystopie? C'est une utopie qui se termine mal.
C'est un futur qui est maltraité. On peut l'entendre ici en un ou deux mots, maltraité ou maltraité. Et pendant longtemps, j'ai pensé que la raison pour laquelle on ne changeait pas, c'est parce que il y avait beaucoup trop de dystopie dans nos œuvres et pas assez d'utopie. Et puis, j'ai récemment découvert l'analyse de Fatima Vieira, qui est à l'université de Porto et qui est spécialiste des utopies. Et en fait, elle nous explique que utopie et dystopie, elles ont toutes les deux le même objectif, qui est de nous mettre en action. Parce que dans les faits, la dystopie, elle joue un rôle dans nos imaginaires, puisqu'elle nous indique exactement le chemin qu'il ne faudrait pas emprunter. Alors aujourd'hui, le plus grand problème, c'est l'anti-utopie. C'est justement le contraire de dystopie-utopie. Parce que l'anti-utopie, elle se fonde sur le scepticisme de la capacité des humains à imaginer des alternatives. Et aujourd'hui, notre monde est rempli de récits anti-utopiques, ces récits qui ne tiennent pas en compte les bouleversements qui sont en cours. Et quand l'ADEME nous rappelle que les crises écologiques et sociales actuelles sont avant tout des crises de la culture et donc de l'imaginaire, ben justement, elle pointe en avant notre nécessité à sortir de l'anti-utopie, de s'emparer de ces sujets et de se mettre en action. Cyril Dion nous dit que pour inventer un nouveau modèle de société, encore faut-il pouvoir l'imaginer. Et l'imaginaire, qu'est-ce qui permet l'imaginaire? Il permet de donner du sens, il permet de générer des émotions, il permet de se projeter dans le futur. Et pour changer de paradigme, on a besoin de nous appuyer sur une multitude de nouveaux récits qui émergeront grâce au pouvoir de l'imaginaire, qui devient alors un outil d'accompagnement au changement. En situation de changement, tout n'est pas également possible. Et l'imaginaire, c'est précisément la faculté du possible, c'est la matrice du réel. Par l'imagination, on crée la confiance et l'espoir radical, qui sont des ingrédients indispensables de la détermination et de la concrétisation. L'imaginaire nous a permis d'aller sur la Lune avant d'en avoir les possibilités technologiques. Et l'imagination peut contribuer à la transformation technologique, mais elle peut aussi contribuer à freiner la transformation sociale en nous enfermant dans nos modes de vie contemporains, dans nos normes. Dans la gravure qui est à droite de votre écran, qui date du début du XXe siècle et qui imagine ce que sera l'an 2000, eh bien, nous avons l'innovation technologique, puisque je vous présente l'aspirateur qu'ils avaient imaginé en 1900. Et qu'est-ce qu'on voit aussi? Eh bien, on voit que c'est une femme qui passera l'aspirateur en l'an 2000, et puis qu'elle sera habillée exactement de la même façon qu'en l'an 1900, et on suppose aussi sa condition sociale. Donc, ce que ça nous montre là, c'est quoi? C'est que l'imaginaire peut être cloisonnant. Et une des difficultés principales, c'est de nous extraire de cet imaginaire cloisonné. Et pour ça, il est nécessaire d'identifier nos normes. Oui, parce qu'aujourd'hui, l'Observatoire des inégalités hommes-femmes nous a rappelé que il n'y aurait que 20% des hommes qui passent l'aspirateur. C'est pour vous dire à quel point ça peut être aussi un frein. Alors, comment imaginer? Bah oui, déjà, l'imaginaire, c'est un muscle, donc il faut l'entraîner régulièrement. Première étape, on repère, on sort des imaginaires cloisonnés, on vient de le voir. Deuxième étape, on transforme l'impression de contrainte en désir. Alors, il y a des ingrédients pour ça. L'idée, c'est vraiment de transformer nos limites en lucidité. Alors, ça sous-entend de laisser ses peurs sur le trottoir d'à côté, et c'est pas facile, on l'entend bien. Troisième étape, on fait émerger des utopies. Alors pour ça, il y a un outil extrêmement puissant, c'est la prospective. La prospective, cette attitude qui nous tourne vers l'avenir pour nous libérer du présent.
En prospective, l'exercice consiste à commencer par exploser le futur pour en dessiner les chemins. On détecte une tendance dans le présent, un signal faible de l'avenir. On le fait passer à l'échelle et alors on compose une uchronie du futur. Pour composer cette uchronie, il faut pouvoir libérer notre imagination. Et pour ça, Rob Hopkins, qui vient d'Angleterre, nous invite à fixer des nouvelles règles, comme par exemple celle de changer le oui mais en oui et. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé. C'est vraiment un exercice passionnant, extrêmement difficile, mais passionnant. Rob Hopkins, il nous invite aussi à commencer nos phrases par « et si ». Alors, pour accompagner la mutation de notre société et tracer un chemin vers ce futur souhaitable, on a besoin de la culture. On a besoin de la culture pour créer des événements d'influence qui vont intégrer des nouveaux récits, pour inspirer les changements culturels, pour faire changer des croyances, redéfinir nos valeurs et va participer à faire adopter des nouvelles normes. Aussi, la clé de passage à l'action, c'est l'expérimentation. Et pourquoi est-ce qu'il faut expérimenter? Parce qu'il n'y a pas une seule recette unique, il n'y a pas un seul modèle. Il y a un désir commun d'évoluer vers un monde durable, un monde souhaitable, de partager une vision d'une société qui aurait opéré sa transformation. Et le point commun de toutes ces expérimentations, c'est d'insérer dans nos histoires les bouleversements qui sont à l'œuvre et d'y puiser la créativité pour imaginer cette société qui s'adapte, cette société qui évolue. Alors ça va passer par le questionnement de certaines de nos valeurs, ça va passer par la transformation de notre vision actuelle du succès et de la réussite. Et pour y parvenir, il y a par exemple la sémantique, le choix des mots, c'est hyper important. Le développement durable va devenir l'habitabilité. La sobriété pourrait être nommée en nouvelle abondance, ou voire même en forme aboutie de l'élégance. Alors comment on intègre un récit à impact positif dans les œuvres? Il y a un premier changement de récit qui est nécessaire pour la transformation écologique, c'est la réintroduction du vivant dans nos représentations, pour venir questionner notre relation à la nature. Là, je ne suis pas en train de dire qu'il faut mettre un arbre au milieu de la Seine, hein. On est bien d'accord, ça va bien au-delà de ça. L'idée, c'est vraiment de ne plus voir le vivant comme une ressource, mais plutôt comme un allié, comme un partenaire. En faisant cela, on sort aussi de l'hypertechnologie. Je n'aurai pas le temps de prendre tous les exemples que je vous propose, mais évidemment, on pourra revenir dessus si vous voulez me demander. Mais peut-être pour chaque piste évoquée, je vais illustrer avec un exemple. Et concernant la relation vivant, je trouve que le secteur chorégraphique est vraiment à la pointe de ces sujets-là. Ce n'est pas le seul, hein, mais c'est quelque chose, voilà, c'est dans leur ADN depuis longtemps. Et voilà, moi, j'aime particulièrement la proposition du collectif Minuit 12, parce qu'évidemment, elles vont incarner ce vivant, mais elles vont porter aussi cette parole en dehors des salles de concert. Elles sont très engagées. C'est c'est des danseuses qu'on pourrait traiter d'activistes, mais elles s'appellent des artivistes. Alors, il y a aussi des œuvres artistiques qui ont une démarche qui va être de faire remonter des expériences de vie à impact positif. Et elles vont mettre en avant l'humain avec sa capacité à coopérer ou encore sa volonté d'agir en faveur de l'environnement. Donc ces œuvres, en fait, elles favorisent la création du lien, elles s'attaquent aux stéréotypes. L'idée, c'est de venir provoquer en nous un changement de regard. Alors là, c'est pareil, il y a beaucoup d'exemples qui sont extrêmement parlants. Il faut que j'en sélectionne un. J'ai envie de vous parler du projet de la comète
qui est un projet que j'accompagne. J'ai la chance de les accompagner en ce moment. Donc la Comète, c'est un théâtre qui est à la Courneuve. Donc c'est un quartier voilà, sensible. Et ils ont eu, en fait, à la Courneuve, il y a un projet d'aménagement du territoire pour lequel ils ont organisé une concertation citoyenne, interrogé les habitants du territoire pour leur demander ce qu'ils auraient envie de faire de ce projet de réaménagement, de voir. Et, euh, et en fait, le théâtre de la Comète s'est nourri de cette concertation citoyenne pour la transformer en pièce de théâtre, en invitant les publics du quartier justement à venir jouer dans cette pièce de théâtre leur propre rôle. Donc voilà, ils ont mis en avant la démocratie, la citoyenneté, l'accession des publics à l'œuvre, et puis la diffusion de cette œuvre-là, puisque les restitutions, c'est la semaine prochaine et ça va profiter, évidemment, ce sont des restitutions publiques. Alors les nouveaux récits, ils peuvent également prendre la forme de pédagogie clandestine, en intégrant les nouvelles normes sociales dans des récits d'actualité. Ils permettent de diffuser ces nouvelles normes de façon implicite. Par exemple, l'œuvre de la pièce de théâtre Coupure de Samuel Valenzi et Paul-Éloi Forget, elle est remplie de pédagogie clandestine. Les modes de déplacement sont doux. Le personnage principal, qui est un maire, il se déplace à vélo ou en transport en commun, mais tout en gardant à l'esprit la finalité du déplacement. Les fonctions de pouvoir ne sont pas attribuées qu'aux hommes, puisque le préfet est une femme. La bimbo du jeu télévisé, c'est un homme de 76 ans. La charge parentale, elle est partagée équitablement dans le foyer. Alors, aujourd'hui, le secteur culturel a développé quelques outils qui permettent de l'accompagner dans la compréhension et l'identification de nouveaux récits implicites, comme par exemple le guide de l'écran d'après, qui fait un focus sur les nouveaux récits dans les films, mais également dans les jeux vidéo, qui sont très culturels. Et puis, il y a aussi une magnifique expérimentation, Some Like It Cool, qui va venir décrypter les imaginaires du matérialisme et de la surconsommation dans nos films et dans nos récits. Enfin, les nouveaux récits, ou plutôt affronter la crise du récit, ça peut également se faire en changeant fondamentalement de postulat, en décentrant, en déconstruisant les phénomènes, en réagençant les paradigmes. Et les nouveaux récits participent alors à ce fameux décloisonnement de nos imaginaires dans l'idée de créer cette écologie way of life. Donc la quête d'un futur souhaitable, ça va passer par la redéfinition du bonheur, du succès, de la réussite. Et pour ça, on a tellement d'exemples. Je vais vous parler de ces formations orchestrales, que sont El Sistema de Gustavo Dudamel ou le West Eastern Divan Orchestra de Barenboim, qui sont toutes les deux toujours dans la recherche d'excellence, mais ils vont faire de la joie et de la paix les alliés du bonheur et de la réussite. Alors le récit, c'est pas qu'une question de programmation. Le récit, il signifie un réalignement global de l'ensemble de l'institution à l'intérieur des limites planétaires. Et par le message qu'elle véhicule, nos organisations culturelles sont elles aussi porteuses des nouveaux récits, à plusieurs titres, en incluant les questions d'éco-responsabilité à chaque étape du travail de production, en diffusant les œuvres à impact positif et également en inventant des nouveaux modèles qui se feront l'écho de nouvelles normes. Et ces sujets, elles concernent tout le secteur, toutes les organisations, sans distinction de taille, d'esthétique. Les nouveaux récits peuvent se décliner dans tous les services, en communication, en partenariat, en management, sur l'alimentation, sur les mobilités. Parce que pour qu'une politique RSE soit crédible, il faut qu'elle soit portée par un récit cohérent et systémique.
là encore, je fais des propositions. À chaque fois, hein, ce sont des listes non exhaustives et je suis sûre que vous avez plein d'exemples et je serais ravie que vous les partagiez avec nous au moment de nos échanges. Voilà, c'est des propositions d'organisation culturelle qui se réinventent à un endroit, qui essayent par leur expérimentation, parce que là aussi, hein, personne ne dit qu'elles ont raison, juste elles expérimentent et certainement elles vont se rendre compte à un moment qu'il y a des difficultés et c'est ça tout l'intérêt, c'est de faire le bilan ensuite de ce qu'on garde, ce qu'on garde pas. Mais voilà, elles expérimentent des nouvelles façons de faire. Euh, la compagnie qui produit la pièce coupure, qui s'appelle La Poursuite du Bleu, elle a intégré dans sa feuille de tournée sa démarche éco-responsable en faisant pédagogie, puisque en fait elle explique que cette compagnie ne se déplace plus qu'en train et souhaite des caterings végétariens, mais elle explique dans sa fiche de tournée, qui sera adressée à tous les lieux qui vont la recevoir, les raisons avec des jolis dessins, des graphiques du pourquoi elle est dans cette démarche-là. La Gaîté Lyrique, par son nouveau projet de la fabrique de l'époque, est venue complètement retravailler sa gouvernance, puisqu'elle est en gouvernance partagée, et elle expérimente également le modèle régénératif. Donc là, encore une fois, on n'a pas le temps ici de développer, mais voilà, je vous invite, si ça vous intéresse, à aller même voir dès leur site internet, ils expliquent déjà bien ce projet-là. Puis les nouveaux récits, ils sont aussi portés ça peut être porté par une nouvelle philosophie, partager une vision. Et c'est ce que fait l'écologie culturelle à travers des manifestes qu'elle publie, mais également la création des maisons de l'écologie culturelle, qui sont un peu les nouveaux centres culturels de l'écologie. Voilà, ils en ont déjà créé, je crois qu'ils sont à 4 ou 5 en France, de ces maisons de l'écologie culturelle. Et puis les nouveaux modèles, eh bien, ils vont passer par de la coopération et des rencontres intersectorielles. Et c'est ce que nous propose la compagnie du Vélo-Théâtre dans, dans, ces, dans ces soirées qui s'appellent les banquets du vivant. Voilà. Où ils viennent interroger notre relation au vivant, notre rapport à l'autre et à la nature. Et ils vont le faire au croisement des arts, de la science et de la société. Euh, dans ces soirées, le public, le spectateur est vraiment participe à la démarche. Il devient le spectateur. Et voilà, et c'est la gastronomie a une place très importante aussi, et les scientifiques et les comédiens professionnels. Placer le citoyen au cœur de la démarche, c'est aussi ce que propose l'Assemblée citoyenne des imaginaires, portée par Valérie Zoïdo, le festival Atmosphère et l'ADEME. Cette expérimentation, elle vient en fait, l'idée c'est de faire émerger un récit de fiction qui sera issu d'ateliers d'écriture collective à destination de tous les publics et ils sont allés interroger les publics dans tous les territoires. Donc l'idée de ces nouveaux modèles, hein, c'est vraiment, et je crois que ça sera l'objet d'un troisième webinaire, mais c'est vraiment de placer la coopération et la démocratie au cœur de la démarche, avec voilà, des expérimentations autour de mutualiser, relocaliser, diminuer les échelles éco-concevoir, découvrir de nouvelles opportunités. On n'utilise plus le mot renoncement, c'est fini. Maintenant, ce sont des nouvelles opportunités. Et puis, toute cette démarche, on la retrouve dans l'esprit tiers-lieu. Aussi, quand on travaille en prospective avec certains acteurs culturels, très souvent, on arrive, quelle serait pour vous l'organisation culturelle de demain? Très souvent, en fait, la description correspond dans beaucoup de points à ce que font les tiers-lieux culturels aujourd'hui. Aussi, voilà, on peut se poser la question, est-ce que le tiers-lieu culturel, c'est le futur centre dramatique national?
Alors, les nouveaux récits dans le secteur culturel, on l'a vu, ils véhiculent des nouvelles normes qui nous permettront d'évoluer dans le respect des limites planétaires, de l'égalité sociale. Ces expérimentations sont des étapes nécessaires au changement et si c'est le rôle du monde de la culture de les mettre en œuvre, c'est à nos politiques publiques de les soutenir. Et de quelle façon elles peuvent les soutenir? Ben, évidemment, en encourageant les initiatives qui sont porteuses de nouveaux récits, en facilitant la coopération interdisciplinaire sur les territoires pour une meilleure résilience. Et puis, il y a un chantier à ouvrir, un chantier de travail collectif qui va être la redéfinition des notions de réussite, des notions de notoriété, afin de nous sortir des injonctions contradictoires dans lesquelles on est plongé, tout le secteur est plongé actuellement, et notamment tout un chantier à mener autour des indicateurs. Comme le dit Patrick Vivray, le philosophe, il est temps de prendre au sérieux nos rêves et d'en faire une stratégie. Je vous remercie et je suis disponible pour répondre à vos questions. Nous avons un moment maintenant pour échanger à partir de vos questions ou d'autres exemples qu'on aimerait mettre en écho, en perspective par rapport à ce panorama très riche. Alors, il y a une première question qu'on peut déjà prendre dans le chat. Des études ont-elles été menées pour mesurer l'impact de ces initiatives? Alors, peut-être qu'on pourra en parler avec notre intervenant suivant également, de cette question. Je la garde. Oui, tout à fait. Alors, merci de cette question qui est essentielle. À ma connaissance, voilà, je n'ai pas encore j'ai pas encore eu vent d'études qui auraient été menées, et c'est bien toute la difficulté. C'est comment mesurer l'impact de, de ces récits qu'on met en place aujourd'hui, mais voilà, qui vont porter effet dans un temps long. Comment mesurer leur impact? J'avoue, moi, je ne sais pas aujourd'hui si ça a été fait et comment le faire. Enfin, on garde cette question parce que je pense elle sera intéressante à évoquer avec Emmanuel Bertin un peu plus tard au regard de son propre projet, qui est naissant, hein, qui est encore récent, mais justement, ils peuvent en observer déjà certaines évolutions. J'aurais aimé vous demander, Laurence, dans nos échanges un peu préalables, vous nous parliez des ingrédients pour construire ces nouveaux récits. Et vous aviez fait une petite liste. Alors, il y en a, vous avez déjà évoqué, et il y en a peut-être sur lesquels vous pourriez nous donner peut-être des exemples ou d'autres éléments. Je sais pas, vous parliez de la coopération, vous parliez des personnages principaux qu'on peut construire, inventer au sein de ces récits. Est-ce que je peux vous... Voilà. Oui, 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 alors volontiers. C'est vrai que la question du personnage principal, elle est au cœur du récit à plusieurs raisons. Parce que aujourd'hui, dans nos récits, en fait, on nous livre un personnage principal, et c'est aussi l'objet de l'étude de l'Observatoire des imaginaires qui vient en fait calculer l'empreinte carbone de nos héros. C'est passionnant. Je ne sais pas si vous avez déjà imaginé l'empreinte carbone de Tom Cruise dans Mission Impossible. Voilà. Donc, qu'est-ce que ça véhicule comme imaginaire? Voilà, déjà ça. Et au-delà de ça, en fait, c'est toute l'épopée que vont traverser le personnage principal, voire nos personnages principaux, et toute l'identification à laquelle on va se mettre. Parce que dans la plupart des récits aujourd'hui, si on prend la dystopie, il y a une catastrophe qui se passe. Et en fait, c'est un personnage qui, parce que il veut sauver sa famille, va se retrouver finalement malgré lui à sauver le monde entier à lui tout seul. Voilà. Donc, qu'est-ce que ça va venir pré-scénariser ça? Je veux dire, dans la réalité, aujourd'hui encore, quand il y a une catastrophe naturelle, c'est quand même la coopération qui se met en place. Euh, Pourquoi est-ce que c'est pas ça qu'on montre dans nos récits? C'est-à-dire, donc c'est là où je pense qu'il y a vraiment un vrai travail à faire autour de l'épopée du personnage principal, et puis de qui il est, ce personnage principal. Est-ce que ça pourrait pas être des personnages principaux, justement, et pour nous permettre de nous identifier
à nouveau, c'est Alain Damasio qui parle vraiment de pré-scénarisation, c'est-à-dire que toutes les œuvres qu'on va voir, elles vont agir sur nos comportements futurs. On en a parlé sur la puissance des récits, toujours dans les séries. La série 24 heures chrono a mis en scène un président noir. C'est quelques années après que Barack Obama a été élu. Et là, pour le coup, alors sans connaître la source, j'ai entendu dire que des études, voilà, avaient montré que ça avait pré-scénarisé, ça avait rendu possible le fait que le président des États-Unis soit noir. Ce qui est vraiment intéressant dans cette question du passage à l'action, qui est la question qui nous occupe finalement, parce qu'on parle de récits, d'imaginaire et de création artistique et culturelle, et en même temps, ce qu'on souhaite, c'est qu'il y ait un passage à l'action qui semble bloqué, alors soit par alors la sidération, c'est-à-dire qu'on n'agit pas, on a peur. Enfin, il y a la question de l'émotion finalement, qu'on traitera aussi avec l'exemple qui avait été porté par le CRDD autour d'Archipel. Mais en tout cas, la question de l'émotion est centrale dans ce rapport à l'action. Et puis l'autre dimension, j'ai l'impression, c'est celle de la croyance, des constructions. Alors vous l'avez dit avec les normes, les paradigmes. Et là, ça joue sur comment notre cerveau finalement fonctionne, traite l'information, réagit avec tout ce qu'on sait maintenant de nos fonctionnements cognitifs et l'activation des biais par nos nouveaux modes de communication. Donc c'est comme s'il y avait deux, alors je simplifie, mais deux grands axes, deux grands terrains où on peut peut-être agir pour permettre le passage à l'action. Et il y en a un effectivement sur voilà, l'émotion et l'affect, et puis l'autre sur la rationalisation finalement. Et là, tout ce qu'on dit finalement permet d'agir un peu sur les deux. C'est-à-dire qu'il y a à la fois de l'apport de connaissances et à la fois l'identification avec des personnages, enfin, il y a, et l'espoir qui en résulte. Oui, oui, tout à fait. Sur le côté sensible, je vous rejoins complètement. Et c'est là aussi que la culture et l'art a son rôle à jouer. Parce que dans mon grand questionnement, mais pourquoi la parole des scientifiques ne prend pas? Ben, c'est certainement parce que ils sont pas armés pour venir nous chercher sur le côté sensible, alors que c'est justement là tout ce que le secteur culturel sait faire et du mieux possible. Alors, j'entends beaucoup qu'on fait reposer toute cette question des imaginaires et du sensible sur les épaules des artistes. J'entends aussi qu'ils ont besoin d'être outillés. Et ça fait partie des projets que je porte. Voilà, je suis en train de réfléchir à créer des résidences des imaginaires. Et non pas, certainement pas pour leur dire quoi faire, mais juste leur apporter de la matière pour vraiment pour les outiller sur ces enjeux-là, pour leur permettre de se lancer dans la réflexion. Et alors, il faut savoir que des initiatives, il y en a quand même beaucoup et partout, hein. Je parlais de bruissement, mais en vrai, quand on cherche, il y a énormément d'artistes qui portent ces questions-là et qui sont pour l'instant encore à des échelles assez voilà, de territoire local. Alors là, on peut aussi ouvrir le débat, est-ce que ça va suffire? Est-ce qu'on n'aurait pas besoin de grands influenceurs pour venir voilà, ouvrir ces questions-là? Euh, Toujours Alain Damasio, lui, il croit à l'effet tache d'huile et que c'est en multipliant toutes ces initiatives qu'on va pouvoir en fait collectivement créer ce récit commun. Et clairement, l'approche du sensible, elle est indispensable parce que on ne s'occupe pas de ce qu'on sait, on s'occupe de ce qu'on connaît. Et vraiment, connaître, c'est être passé par l'expérimentation. Pour moi, c'est fondamental, effectivement. C'est vraiment, c'est le relais indispensable à la parole scientifique. Et puis Alors, sur les messages, peut-être pour terminer, sur les messages qui nous sont véhiculés toute la journée, bah oui, la publicité, enfin, je veux dire, nous, les Français, on sait quand même, enfin, ma génération, ceux qui, voilà, ça va peut-être parler à ceux qui sont de la même que la mienne, mais on a grandi dans L'Oréal parce que je le vaux bien. Mais qu'est-ce que ça nous emmène, nous? Je veux dire, ça nous emmène pas du tout vers le collectif. C'est pour ça que j'ai inclus dans les diapositives que je vous ai présentées une capture d'écran. En fait, c'est une amie qui m'a envoyé ça quand
Elle est en train de traverser l'Europe à vélo et le mois dernier, elle m'a envoyé cette photographie d'un sac qui ressemble à une marque de luxe que je nommerai pas et où c'est écrit tu n'en as pas besoin, tu es très belle ou tu es très beau comme tu es là. Voilà, ça c'est un nouveau récit, ça. Eh bien, merci. Avant de peut-être de vous entendre, Emmanuel Bertin, j'aimerais bien rebondir sur voilà, cette question que vous souleviez, Laurence, le poids qu'on fait porter aux artistes. Et Ouais. je vais vous donner cet exemple qu'on avait évoqué ensemble aussi, celui du Palais de Tokyo, justement, institution qui a choisi de créer voilà, un paradigme cohérent, de l'écrire, de l'étayer par du texte, un concept, et de le mettre en œuvre. Alors après, je ne sais pas s'ils l'ont évalué déjà, ce qu'ils ont. Voilà, alors le Palais de Tokyo s'appuie sur le petit traité de permaculture institutionnelle et donc en tant qu'institution prend le rôle de créer justement un nouveau paradigme et s'inspire de la permaculture pour mettre en place des nouveaux mécanismes en fait. Alors je vous en dis quelques mots dans les quelques minutes qui nous restent là dans ce temps intermédiaire qui est voilà, ils partent du constat en fait que voilà, on est héritier d'une modernité triomphante, voilà, qui considérait que les ressources étaient illimitées et qu'il faut sortir de ces représentations-là, justement. Qu'on produit finalement beaucoup de matérialité, beaucoup d'énergie, on dépense beaucoup d'énergie, que ce soit pour faire des choses nouvelles, fabriquer, mais aussi des nouvelles idées, des nouvelles formes, des nouvelles mécaniques, des nouveaux textes qui partent souvent à la poubelle, enfin qui restent inutilisés, en fait, comme si on produisait du déchet. Et puis, il attire aussi l'attention sur le risque de l'artwashing, c'est-à-dire qu'on récupère la création pour valoriser son image et puis finalement masquer ses propres zones d'ombre. Donc l'artwashing qui est encore un nouveau type de washing. Et du coup, avec leur permaculture institutionnelle, ils s'inspirent de plein des dimensions de la permaculture pour en renourrir leur propre mécanique interne et aussi de projet, aussi de mission. Alors, si je vous en dis deux, trois, moi, on vous proposera le lien. Je vous invite à lire ce document qui est très intéressant à lire. Mais voilà, il s'inspire du fonctionnement résilient de la nature. euh, en se disant, voilà, il faut appliquer le principe de nécessité. On fait les choses quand elles sont nécessaires et pas uniquement pour faire du plus, pour faire du plus visible ou de la concurrence. On fait vraiment des choses au service des besoins vraiment des parties prenantes. Et l'art ne sert pas uniquement à créer du sensible, du poétique, du symbolique, mais aussi de la pédagogie, peut-être de la thérapie, peut-être de l'implication sociale. Enfin voilà, donc ils élargissent, donc c'est intéressant pour une institution d'art contemporain. Voilà, et donc ils font le choix d'une approche globale, éthique, avec une production finalement d'œuvres et de démarches conscientisées. Et alors, dans les piliers de la permaculture, là pour conclure, il y a par exemple le zonage. Donc ils considèrent que les espaces et le temps ne doivent pas être utilisés de façon intensive, extensive, permanente, mais qu'on peut partager de façon raisonnée l'espace. Donc quand il n'est pas utilisé, le proposer à d'autres usages. Donc par exemple, tout bêtement, ils ont repoussé le contrôle billetterie pour qu'il y ait plus d'espace disponible à la gratuité. C'est-à-dire qu'avant de passer le contrôle billetterie, il y a une zone où on peut travailler, être, boire des coups avant d'entrer dans le musée, par exemple, enfin dans l'espace. Il pense circuit court, y compris sur la question des productions locales. On l'avait évoqué ensemble, mais le plus, le mieux, l'international, le loin, c'est ce qui est très valorisé aujourd'hui, même dans le spectacle ou dans la culture en général. Et donc, repenser ce qui a de la valeur dans le proche, ça fait partie des changements de paradigme. Voilà, penser, refuser la monoculture, comme le fait la permaculture, mais de penser en termes de biodiversité des formes aussi. Donc ça veut dire des formes artistiques, mais aussi des nouveaux récits sur le monde. Enfin voilà, donc je vous en dis pas tellement plus, mais c'est un document, par exemple, qui est intéressant parce qu'il vous donne toute la matière dans ce petit traité conceptuel, théorique, et des exemples aussi de mise en pratique. Alors bon, la question de l'évaluation se pose toujours, hein, on ne résout pas ça, mais voilà, on est dans des champs en tout cas d'expérimentation passionnants. Si vous avez, vous auditeurs, des exemples aussi à partager, n'hésitez pas à les mettre en lien dans le chat de façon à ce qu'on les mette dans nos ressources disponibles a posteriori, voilà, ou à les partager même en cours de discussion. Et puisqu'il n'y a pas d'autres questions ouvertes, je vous propose, Emmanuel Bertin, eh bien, de nous rejoindre en image, hein, voilà, rebonjour, de nous emmener dans votre incroyable projet Archipel. Voilà. Bonjour à toutes et tous. Alors, de là où je vous parle, c'est le Centre ressources du développement durable qui travaille à l'échelle des Hauts-de-France. Et c'est un groupement d'intérêt public qui réunit un certain nombre de partenaires, mais
principalement des membres fondateurs que sont l'État et la région Hauts-de-France. Voilà, donc création en 2001, avec cette idée d'un développement durable et désirable. Donc on n'employait pas encore les termes de récit là, à ce moment-là, mais on était déjà dans cette idée-là. C'était à l'époque Jean-François Caron, ancien maire de Los Angeles et actuel président de la Fabrique des Transitions, qui avait injecté cette vision-là. Voilà, donc nous, notre job, hein, c'est de stimuler le développement durable à l'échelle de notre région. Et on ne s'adresse pas au grand public, on s'adresse aux acteurs relais, principalement les collectivités. Alors, nous, on travaille pas vraiment, on n'est pas du tout spécialiste des questions culturelles et artistiques. Mais sur le site où nous sommes sur un ancien carreau de fosse, un ancien site minier, qui est très inspirant pour nous, puisqu'il est un témoin de l'ancien modèle. Sur ce site, on a des voisins, dont une compagnie de théâtre qui s'appelle HVDZ, et puis une scène nationale qui est Culture Commune, voilà, qui est une scène nationale assez singulière en fait dans sa manière de travailler. Le point de départ du projet, donc, qui s'appelle Archipel, histoire de s'adapter, c'est la question, donc, comme le disait Laurence, de la faiblesse des récits aujourd'hui, enfin, ou en tout cas la dominance de certains récits, et notamment la faiblesse d'un récit sur la question de l'adaptation. L'adaptation au changement climatique, c'est un sujet qui est très peu traité, enfin ça l'est de plus en plus là maintenant, mais pas vraiment dans les radars des politiques publiques. Donc ça, c'est un point de départ. Comment est-ce qu'on va développer ces politiques-là, sachant que de toute manière, quelle que soit l'intensité de nos actions pour atténuer, il faudra s'adapter. D'ailleurs, c'est une corde raide un peu en matière de message, de communication, puisque dans le fond, c'est un peu synonyme d'un échec global sur la question climat. Donc c'est un sujet sur lequel il n'est pas simple de travailler, de communiquer. Le deuxième grand sujet derrière ça, c'est la question de l'engagement et de la mise en mouvement. Et donc, ça, c'est effectivement le sujet central. Nous, on traite ce sujet depuis tout le temps. Notamment, on pilote des observatoires, hein, observatoires climat-énergie. Donc, on connaît les chiffres, on les utilise, ce sont des ressorts pédagogiques, etc. Mais dans le fond, voilà, ces éléments, les chiffres du GIEC, etc., ne sont pas de nature à nous transformer réellement. Donc, on s'est dit, il faudrait certainement aller voir du côté des émotions. Movere, racine latine, qui est commune aux mots mouvement et motivation. Voilà, donc essayons de tirer ce fil-là, considérant que ce ne serait pas l'alpha et l'oméga des politiques de transition, mais en tout cas une arme supplémentaire. Donc on parle, nous, de mise en récit des transitions, c'est ça le cœur de notre sujet, et la vision que l'on en a, donc je ne vais pas la détailler là maintenant, mais c'est une vision qu'on estime ou qu'on souhaite être complète, c'est-à-dire évidemment de parler d'un arbre qui cache la forêt, qui est le storytelling et les livrables, mais aussi de tout ce qu'il y a derrière cet arbre qui cache la forêt, c'est-à-dire la question du management coopératif, de la mise en trajectoire, de l'implication citoyenne, de la communication sincère et de l'évaluation. Et donc, à travers ça, notamment, de parler des récits des collègues et des récits des partenaires, considérant que c'est le travail des bénévoles et le travail des salariés qui créent de la valeur. Et donc, il faut s'y intéresser précisément. Et donc, du coup, savoir attraper ces récits. Donc ça, c'est, je dirais, un peu les fondements enfin, voilà, de ce que l'on cherche à développer dans nos projets.
Donc, on développe un certain nombre de projets sur la question de la mise en récit des transitions, dont un qui s'appelle Archipel, histoire de s'adapter. Et donc, la volonté de ce projet, c'est de faire déployer des plans d'action, des stratégies territoriales sur la question de l'adaptation au changement climatique au sein de 4 territoires successifs. C'est pour ça qu'on appelle cela un archipel, voilà, au fil du temps, de se dire qu'il y a dans notre région des territoires qui s'adaptent progressivement au changement climatique et cela constitue un archipel. On a lancé une première expérimentation qui est inaboutie sur un territoire d'une communauté de communes qui est dans le Pas-de-Calais. Notre concept, c'est de faire se déployer plusieurs démarches artistiques sur un territoire euh, de façon simultanée. D'abord, une résidence d'artiste pendant un peu plus de 2 mois, un photographe qui sillonne le territoire et puis des podcasteurs, des écoutes territoriales qui, pareil, sillonnent le territoire pour capter les sons, voilà, les prises de parole, etc. L'idée, c'est que ces artistes, de la même manière que les élus, les techniciens des collectivités et quelques parties prenantes, soient à la fois formés à la question climatique, à la question de l'adaptation au changement climatique et formés aussi au territoire en tant que tel. Et que cela se fasse ensemble, c'est-à-dire à la fois les élus, les techniciens, les parties prenantes, les artistes en même temps, qui puissent être sur des temps de dialogue. Donc ça se traduit par des séances d'une journée où on passe en revue un certain nombre de choses et qui permettent de mettre à plat voilà, les notions. Bon, par exemple, la question de l'adaptation, qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi la maladaptation? En quoi c'est différent des politiques d'atténuation? Que sont les solutions d'adaptation fondées sur la nature, etc., etc. Et donc là, de façon globale, ce que l'on peut dire, c'est que notamment les élus sont assez peu cultivés sur ces sujets et notamment connaissent relativement peu comment dire, les vulnérabilités de leur propre territoire. Voilà, donc on travaille là-dessus sur tout un processus et puis les artistes vont à la rencontre des habitants sur l'ensemble du territoire, voilà, au travers de leur propre matière. Et l'idée, c'est de faire parler les gens, de les faire dialoguer sur les questions climatiques, débusquer les éco-anxiétés, débusquer la mémoire des anciens sur les zones d'inondation, bon, etc. Et de faire advenir des nouveaux récits porteurs d'espoir, on va dire, considérant que les récits positifs ou optimistes sont relativement pauvres sur ce sujet, de même qu'ils sont pauvres d'ailleurs sur les questions de sobriété, sur les questions des communs, sur les nouveaux modèles économiques, etc., etc. Pendant tout ce processus qui dure 2-3 mois, on poursuit, nous, notre travail qui est le nôtre, qui est la formation, l'apport de ressources, de décryptage d'initiatives pour cultiver, travailler avec les élus, les techniciens voilà, sur ce que on pourrait déployer sur le territoire. À un moment donné, l'ensemble de ces travaux artistiques convergent vers un temps qu'on a appelé temps de révélation, qui est une soirée ou un après-midi de rencontre avec les habitants, les techniciens, les élus, etc., et les artistes, pour voilà, discuter autour de toutes ces restitutions de travaux, photos, podcasts, et selon les artistes mobilisés, voilà, des restitutions. Donc là, en l'occurrence, nous avions des artistes qui étaient plutôt sur le registre de l'humour et on va dire du théâtre et de l'écriture. Voilà, l'idée, c'est qu'à partir de cela, on ait des temps d'échange, de débat pour ouvrir un peu les perspectives
recruter un certain nombre de personnes qui souhaitent s'engager, qui sont stimulées pour poursuivre les travaux par la suite à travers d'autres séquences qui sont programmées, notamment une séquence d'assises locales de l'adaptation au changement climatique, donc grand temps d'assises en fait, durant lequel l'idée c'est de poursuivre le dialogue et de travailler sur les champs du souhaitable en matière d'adaptation au changement climatique. Et donc au fil de ce temps-là, de resserrer les choses sur les champs du possible par rapport aux moyens dont on dispose. On a un lieu particulier qui s'appelle le comité Boussole, puisque nous-mêmes, nous sommes une institution au carrefour d'un certain nombre d'autres institutions, départements, régions, Banque des territoires, CEREMA, etc., etc. Et donc l'idée, c'est de réunir ces personnes-là pour leur dire, écoutez, le territoire sur lequel on travaille est en train de se pencher sérieusement sur l'adaptation au changement climatique avec une démarche vertueuse. Et donc, fléchez vos moyens vers ce territoire. Si vous avez des expérimentations, si vous avez des sous, etc., eh bien, penchez-vous sur ce chevet-là pour aider ce territoire. Et donc, on organise des temps de co-développement avec les techniciens de la collectivité et ces institutions, voilà, pour faire accélérer les différents projets. Alors, je peux peut-être partir en partage d'écran pour juste illustrer par quelques photos ce qui a été mené. Donc ça, ce sont juste des photos. Alors oui, je vous ai pas dit, en fait, sur ce territoire-là, on voulait générer des émotions pour susciter l'engagement et donc une stratégie et des plans d'action. Entre deux, le changement climatique nous a rattrapés. C'est notre lot dorénavant, et donc inondation massive dans le Pas-de-Calais, et notamment sur le territoire où nous étions. Et donc évidemment, émotions, les émotions se sont déployées, mais pas forcément les bonnes. Ça a été plutôt colère et peur. Et donc ça a quand même perturbé un peu l'ensemble du travail. Ça a été des inondations et une pluviométrie absolument incroyable. Des crues plus que 200 tonales en fait sont apparues sur ce territoire. Notre photographe a fait son travail, devait développer des portraits en fait, des portraits de paysages, mais aussi des portraits d'acteurs incarnant des solutions en fait. Voilà, donc plutôt une vision optimiste des choses. Donc ce travail a pu être fait. Donc là, je voulais vous montrer ces photos qui montrent un petit peu le côté dérisoire en fait des protections que l'on amène dans ces moments-là, voilà, et qui ont été relativement peu efficaces, on va dire. Ça, c'est un portrait un couple de personnes âgées, voilà, qui montre bien un peu comment dire, ce côté un peu, je ne vais pas dire désabusé, mais ce sentiment de ne pas avoir la main finalement, voilà, sur leur terrain. Ça, c'est une photo qui nous montre les solidarités qui se sont exercées à ce moment-là. Ça, c'est quelqu'un de la sécurité civile qui venait de Rennes, qui est venu bénévolement amener un coup de main. Ce qu'on a constaté, c'est qu'il y a eu des effets de solidarité, mais aussi l'inverse. Ce qui nous a fait dire dans cette expérience que lorsqu'il y a des effondrements, en réalité, on se tape dessus. Et donc, ce que l'on a vu, c'est que les coopérations, lorsqu'elles ne sont pas profondément ancrées dans les us et coutumes, dans les façons de faire, dans la culture des élus, voilà, de la manière de gouverner localement, eh bien, en réalité, on a des choses qui sont exacerbées, la coopération disparaît, on a des archétextes, comme le dit Nancy Houston, c'est-à-dire des récits archétypaux qui sont ancestraux, c'est-à-dire nous contre eux. Et en l'occurrence, le nous contre eux, c'est on protège le secteur de Dunkerque face aux inondations, mais on ne protège pas l'arrière-pays. Et donc, on pompe de l'eau d'un côté, mais pour la rejeter ailleurs. Et donc, ça, ce sont des récits qui ont foisonné. D'ailleurs, nos artistes que l'on a dû interrompre dans leur travail
parce que c'était une prise de risque pour elle, parce qu'il y avait des manifestations, des récupérations politiques, et donc il était plus possible de réaliser des réunions publiques, de faire venir des habitants, etc., pour travailler. Ces artistes ont fait une analyse assez fine des réseaux sociaux, des médias, pour faire ressortir un peu ce qui s'y passe, quoi. Et en fait, ce qui s'y passe, c'est le récit techniciste dont parlait Laurence tout à l'heure, c'est-à-dire il nous faut des pompes néerlandaises, il faut curer les fossés. Et les récits alternatifs que l'on connaît d'ailleurs, hein, qui sont il faut désimperméabiliser les sols, il faut des solutions d'adaptation fondées sur la nature, il faut limiter l'étalement urbain, il faut changer le modèle économique agricole qui produit aujourd'hui des semelles de labour qui ne facilitent pas l'infiltration de l'eau, par exemple. Eh bien, tous ces récits-là ont été absents, absents. Et ce sont les récits voilà, plutôt traditionnels qui ont émergé à ce moment-là. Euh, euh, voilà, donc ça me fait dire quand même que de plus en plus, on va connaître ça, ces récits archétypaux, euh, lorsqu'on aura des temps d'effondrement qui vont s'enchaîner. Et ça me fait dire une deuxième chose, c'est que les récits doivent soutenir aussi tout ce qui relève des enjeux de coopération et de dialogue territorial. Oui, ce que j'ai pas dit tout à l'heure, c'est que donc il y a le travail des artistes et puis il y a tout un travail de communication. Donc on a des kits de communication qui sont travaillés et qui sont mis à disposition de la collectivité pour soutenir toute la mobilisation sur le territoire. Donc là, voilà, on a des affiches qui illustrent un petit peu un certain nombre de solutions d'adaptation fondées sur la nature que l'on préconise. Voilà, donc on outille le territoire avec cela. L'idée, c'est de faire une mobilisation générale, en fait, hein, sur ce sujet. Et puis, par ailleurs, on a, comment on appelle ça, une cellule de relations presse qui vient en soutien. Et donc, l'idée, c'est justement par cela de contribuer à établir des nouveaux récits, de soutenir la démarche à l'échelle du territoire. Mais je voulais vous montrer un résultat de nos artistes qui est qu'ils ont élaboré en fait avec les enfants, des adultes. Alors les élus, on n'a pas pu faire ce travail-là avec les élus parce qu'ils ont été préoccupés par les inondations. Mais du coup, notamment un des livrables, ça a été un journal qui s'appelait Journaux, hein, au pluriel, EAUX, avec une version inondation et une version sécheresse. Et les personnages, ce sont des gouttes d'eau. Et en fait, ils ont raconté l'histoire des gouttes d'eau sur ces territoires. Ça a été les personnages. Donc, ça a été l'angle qui a été pris en charge. Voilà, et donc ça a été le support des restitutions, voilà, avec les gouttes d'eau migrantes qui viennent sur le territoire, les gouttes qui se raréfient, bon, etc., etc. Et que ça a permis de traiter un certain nombre de sujets, notamment par exemple que les périodes de sécheresse accentuent les niveaux de pollution, par exemple, etc., etc. Euh, voilà, donc là on part sur un second territoire qui est le Beauvaisis, qui est un territoire plus urbain, dans lequel on va traiter certainement plus d'autres vulnérabilités, notamment la question des îlots de chaleur. Donc sur notre territoire, on a les submersions marines, évidemment les périodes de canicule, îlots de chaleur, etc. Les retraits gonflements d'argile aussi. On a un territoire qui est très argileux, donc ça c'est un des problèmes forts. Voilà, donc on va chercher à explorer l'ensemble de ces sujets. Euh, que vous dire d'autre sur le mécanisme de ce projet? Oui, c'est un élément important, c'est de se dire, il faut qu'on trouve les meilleurs moyens de déclencher, de transformer et de déclencher les décisions. Et bien souvent,
alors c'est pas simplement de la faute des élus en tant que tels, mais c'est aussi le système qui veut ça, qui fait que les élus n'ont pas forcément beaucoup de temps à passer dans les réunions. Mais ce que l'on constate, c'est qu'il existe de très beaux dispositifs, en fait, prospectifs, d'intelligence collective, etc., et aussi artistiques, mais que bien souvent, les décideurs, sous-préfets, préfets, DGA, DGS, présidents, vice-présidents de collectivités, etc., ne participent pas forcément à ces moments-là. On a des introductions aux réunions, mais ne sont pas forcément présents. Et c'est bien dommage, parce que c'est autant de moments où ces personnes ne se laissent pas traverser par les histoires. Et donc, s'ils ne se laissent pas traverser par les histoires, ils ne peuvent pas se transformer et donc changer et affûter leur point de vue sur le monde, sur leur territoire et du coup stimuler finalement des stratégies et des plans d'action pour changer tout ça. Voilà, donc c'est un axe que l'on a qui est important pour nous, c'est que on cherche à donc on a établi une charte d'engagement qui fait qu'au préalable, on demande voilà, aux gens, aux élus, de s'engager sur leur présence, qu'ils soient véritablement là et qu'ils puissent travailler avec nous dans cette optique-là. Voilà. À la fois qu'ils se donnent une chance de transformer leur identité vers une identité préférée de décideurs en charge de l'adaptation au changement climatique et qui puissent être touchés peut-être par des mots prononcés sur l'éco-anxiété ou des mots prononcés sur l'optimisme des solutions, etc., etc., et que ça puisse influer par la suite. Est-ce que, Gentiane, je suis trop long là ou est-ce que je suis encore dans les temps? Ah, vous êtes absolument dans les temps encore. Ok. Ouais. Euh, Peut-être pour descendre plus précisément sur les différents temps qui ont pu être organisés. Alors, je rappelle, hein, cette première expérimentation a été interrompue, donc on n'a pas tant de résultats que ça aujourd'hui à vous démontrer. Ce que l'on a compris quand même, c'est que la mobilisation des artistes, on n'a pas des résultats forcément automatiques par rapport comment dire, à la pensée qu'on avait au démarrage, c'est-à-dire finalement on peut participer à des spectacles sans forcément avoir des émotions générées plus que ça. Euh, c'est un peu ce qu'on a découvert au chemin faisant. On n'est pas forcément bouleversé tout de suite par ce que l'on a vu. Par contre, on peut avoir des graines plantées qui pourraient émerger par la suite. Et puis aussi, dans le fond, ça peut juste donner à réfléchir. Et ce n'est pas forcément des émotions du type colère, bon, etc. Donner à réfléchir et à, finalement avoir des facilités à penser, à proposer des idées, etc. Donc ça nous amène à affûter un peu les méthodologies qui nous permettent de recueillir, en fait, enfin d'animer les débats, en fait, suite aux présentations. Donc par exemple, on a l'inauguration, enfin un vernissage d'expo photo, où on incite les gens à choisir leur photo préférée, en fait, en positionnant des pastilles sur les cadres des photos, et ensuite de rassembler l'ensemble des personnes pour débattre avec le photographe et tirer un peu le fil de tout ce que nous dit cette photo. Voilà, et de faire parler les gens sur ce qui est important pour eux et en quoi cette photo est importante et est-ce que ça appelle des choses concrètes dans leurs expériences diverses et variées, etc. Et ce que l'on cherche à faire à tout prix, c'est de faire discuter les décideurs avec les artistes et les habitants voilà, pour voilà, mettre en tension un peu toutes ces idées. Pareil sur les temps de restitution. Donc les artistes auraient pu être n'importe quel type d'artiste hein, par rapport au cahier des charges qu'on a déployé. Bon, là, il se trouve que là, sur la deuxième séquence, nous sommes aussi sur des artistes plutôt branchés sur les questions de poésie et de théâtre. Voilà, et donc l'idée, c'est que dans la foulée des représentations, on soit là, nous, puisque c'est notre métier aussi, en animation, voilà, avec un certain nombre de formules
pour faire parler les gens et voir où où ça les amène individuellement et collectivement. Ce qu'on a aussi compris, c'est que on peut générer des émotions, mais si derrière on n'a pas pensé les dispositifs pour rattraper tout ça, on fait un coup d'épée dans l'eau. Et donc c'est pour ça qu'on a imaginé se dire qu'il y a des dispositifs dans le territoire qui peuvent être utiles. Ah, vous voulez vous engager, planter des arbres, ça tombe bien, il existe tel dispositif pour planter des arbres dans lequel vous pourriez être, vous êtes les bienvenus. Ah, vous souhaitez réfléchir, c'est plutôt votre truc voilà, de penser les choses. On a prévu des assises locales de l'adaptation au changement climatique, vous pouvez venir à telle date, etc., etc. Euh, voilà, donc derrière ça, on a tout ce qui relève de notre point de vue sur la question de la mise en récit des transitions. Euh, et notamment la question du storytelling, qui est de se dire effectivement, nous sommes submergés par des récits dominants qui nous empêchent. Et donc ça, c'est un des enseignements de la fabrique narrative, qui est de dire que nous sommes traversés par ces récits, ces normes. Moi, je les range dans 4 catégories. Ce sont les récits sociétaux, on en a parlé tout à l'heure, l'effondrement, le consumérisme, le patriarcat, bon, etc. Les récits territoriaux, et moi qui suis issu du bassin minier, on a un récit dominant qui nous empêche, qui nous vient du modèle ancien, les houillères, qui ont administré nos vies. Les mineurs, lorsqu'ils n'entretenaient pas suffisamment bien leur potager, avaient des amendes, des retraits sur salaire, par exemple. Et donc, l'histoire dominante sur notre territoire, c'est qu'on est incapable de prendre des initiatives. Parce que culturellement, on a administré nos vies, de l'école jusqu'à la mort, en fait. Et, or, évidemment, c'est un récit qui n'est pas, enfin, qui domine, mais il y a évidemment des alternatives qui existent. Et l'idée, c'est de faire advenir ces alternatives. Récits sociétaux, récits de territoire, récits d'organisation. Évidemment, dans chaque organisation, il y a des récits dominants qui nous empêchent. Dans les collectivités, on a le récit des silos, la mise en silo, le cloisonnement, etc. Ou l'incapacité des élus à, bon, etc., etc. Et puis, on a les récits individuels qui nous traversent chacun d'entre nous. Et moi, ce qui m'intéresse, ce sont les individus au travail. Et donc, voilà, je n'ai pas confiance en moi, je suis incapable de prendre la parole en public, de toute façon, je ne suis pas rigoureux, bon, etc., etc. Et ça, ce sont aussi des récits qui nous empêchent. Et ce que nous dit la fabrique narrative, c'est que il faut réussir à prendre de la distance avec ces récits-là, les décrypter, les décortiquer, les comprendre. Si ça nous va, ça nous va. Mais si ça ne nous va pas, du coup, ça nous permet, en prenant de la distance, de partir sur des récits alternatifs qui nous permettent de redevenir auteurs de notre propre vie. C'est vrai à l'échelle de la société, c'est vrai à l'échelle de nos territoires, c'est vrai à l'échelle de nos organisations et nous, individus. Et donc ça, c'est très inspirant parce que du coup, ça nous dit quoi? Ça nous dit qu'il faut évidemment déployer du storytelling de nos actions, de nos belles actions en matière de transition, et notamment là, en l'occurrence, d'adaptation au changement climatique, pour que ça donne envie, que ça donne de l'exemple, que ça entraîne, que ça rassure, etc. Mais attention, il faut faire ça avec un certain nombre de garde-fous, pour pas non plus repartir sur de nouvelles normes ou de nouveaux récits dominants. Qu'ont fait les Gilets jaunes. Là, on a un exemple, par exemple, dans le Dunkerquois, on développe des usines de batteries. C'est super, c'est très bien. La volonté politique, c'est de faire des usines sans parking. Donc ça, c'est très bien en matière de transition. Je trouve ça très intéressant. Le problème, c'est qu'on cherche à faire accepter ça, à développer l'acceptabilité de cela. Et donc là, c'est un peu plus gênant parce que sous prétexte d'un beau projet de transition, on va imposer un nouveau récit. Voilà. Et donc ça nous dit qu'il faut créer du storytelling avec des garde-fous démocratiques. Ça, c'est un élément extrêmement important. Le storytelling sur ces projets-là est extrêmement important parce que
en fait, les gens qui travaillent sur les transitions ont parfois une perte de sens, sont soumis au burn-out, etc., parce que c'est très dur. Et donc d'entendre les histoires qui fonctionnent, par ailleurs, c'est extrêmement intéressant. Moi, je cite souvent l'histoire de Totnes en Angleterre. On parlait de Rob Hopkins là tout à l'heure. Les habitants ont lutté contre l'implantation d'un Starbucks café. Et de fil en aiguille, les incroyables comestibles se sont développés. Donc, c'est le développement des potagers partout dans la ville, en libre service. Et donc, voilà, ça donne un récit nouveau, comme quoi c'est possible, un autre modèle est possible, etc., etc. Et donc, d'entendre ces histoires-là, c'est extrêmement intéressant pour tout le monde pour remettre dessous dans la machine de la motivation. Est-ce que la somme de toutes ces histoires ferait ou fera un grand récit, un méta-récit? Ça, on n'en sait rien. Je crois que les travaux de recherche ne le démontrent pas forcément. Mais tant qu'à faire, ce sont peut-être des mesures sans regret, comme on dit dans les solutions d'adaptation fondées sur la nature. C'est que peut-être ça n'a pas d'impact, mais de toute façon, ça ne peut pas faire de mal et c'est sans regret. L'autre élément derrière, c'est la question du travail. C'est-à-dire que ce qui crée de la valeur, c'est le travail, qu'il soit bénévole ou salarié. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut s'intéresser finement au travail. Et donc ça veut dire des dispositifs précis dans nos organisations et avec nos partenaires pour revenir sur les processus que l'on a menés. Et donc ça, c'est ce que j'appelle les récits des collègues et des partenaires. Et ça, c'est extrêmement important parce que tout ce qui est mené est excessivement important. Et moi, je n'ai pas envie que les chargés de mission et enfin, toutes les personnes qui bossent sur les transitions tombent à un moment donné malades, en burn-out, etc. Donc, il faut soutenir ces démarches-là. Donc, c'est pour ça que dans le projet, là, Archipel, on prévoit des temps qu'on appelle de réflexivité, où avec les équipes, on revient sur les processus de travail, où on retraite les questions de coopération. Et l'idée, c'est de comprendre de façon précise comment ça s'est passé, qu'est-ce qui a été important pour l'autre, qu'est-ce qui motive l'autre. Et ça, c'est un sujet qui est très important, la question de la motivation, parce qu'on ne la traite jamais. En fait, on la traite dans les entretiens d'embauche, peut-être dans les entretiens individuels, mais je ne suis pas très sûr de ça, mais pas, en tout cas pas au quotidien. Et donc, avoir des moments pour revenir sur ça, c'est excessivement important, puisque ça permet voilà, de comprendre ce qui met en mouvement les collègues, les partenaires, etc. Voilà, donc c'est une attention au récit individuel, au récit de chacun. Voilà, de comprendre que notre collègue est transpercé par l'impatience face à la question du changement climatique et de l'entendre s'exprimer dessus, ça permet de comprendre les raisons de la manière dont elle s'est exprimée à tel moment, où le projet s'est passé de telle manière, etc. Et donc d'intégrer ça aussi dans notre relation, dans notre coopération, et de réussir à faire une œuvre ensemble de façon plus sereine. C'est une manière aussi, ces temps de réflexivité, de reconnaître le travail qui a été mené, puisqu'il y a toujours un écart abyssal entre le travail prescrit, le travail réel et le travail idéal. Et donc revenir là-dessus, ça permet d'avoir cette reconnaissance-là, de reconnaître le travail gris, et donc de stimuler notamment la motivation, mais aussi la confiance. Voilà, donc c'est un élément que moi j'intègre dans la question des récits, qui sont pour nous importants, qui est de finalement travailler la coopération et la mise en mouvement en ayant une attention assez forte euh, euh, à la question du travail, qu'il soit bénévole ou salarié, euh, voilà, pour être plus fort en fait, pour mener les projets. Ça me fait dire qu'on a d'autres expérimentations, notamment là, en 15 jours, on met en place une résidence narrative avec 8 personnes. Ce sont 4 élus et 4 techniciens de l'alimentation sur les stratégies alimentaires dans les territoires. Et donc,
On s'enferme pendant 2 jours dans la Villa Marguerite Yourcenar, voilà, qui est un haut lieu de littérature, où on raconte des histoires. Et durant ces 2 jours, on va mener des conversations narratives, en partenariat avec la Fabrique narrative, pour justement faire ressortir les récits de chacun autour des questions de travail sur la mise en œuvre des projets alimentaires. Donc là, ça suit tout un protocole de praticiens narratifs, voilà, pour travailler à la fois entre pairs, trouver les résonances, les retentissements entre chaque élu, entre chaque technicien, mais aussi entre binômes, qu'ils aient des espaces pour justement avoir un temps de réflexivité sur ce qu'ils réalisent, sachant qu'il est fort à parier que il y a très très peu de moments entre ces personnes-là pour revenir sur les processus de travail. Et donc l'idée, c'est d'offrir ce moment-là. Et ensuite des temps en plénier pour justement traiter la question des histoires alternatives. Voilà. Donc ça, c'est une expérimentation et en fonction de ces résultats-là, ce que l'on fera au CERD, là, c'est que on va chercher à déployer ça pour tous les sujets. Donc évidemment, nos sujets climat et adaptation au changement climatique, mais aussi les sujets autour de la démocratie locale, des nouveaux modèles économiques, etc. Par exemple, moi j'ai en tête que on a un soin à donner à nos élus, qui sont beaucoup critiqués, mais en fait les élus s'affrontent dans les réunions publiques avec les habitants. C'est assez âpre, parfois violent. Et en fait, qui récupère ces personnes-là derrière? Personne. Et donc l'idée, c'est aussi de déployer des ressources qui permettent d'avoir cette attention-là et donc de consolider notamment notre système démocratique local. Merci beaucoup. Voilà, il y a énormément de matière. J'avais envie juste de réagir à titre personnel là, sur le dernier point que vous avez développé, l'importance qui est donnée à l'individu, finalement, le soin qui est porté, alors, à travers du travail, qu'il soit salarié ou bénévole, mais finalement le soin à l'élu aussi, donc le soin aux personnes. Alors, je fais le lien avec peut-être votre formation de praticien narratif, peut-être que cette sensibilité vient de là, mais dans les structures culturelles dans lesquelles on s'implique et qui défendent des valeurs essentielles, hein, qu'on défend, alors de l'humanisme, voilà, alors, de l'artistique, de la culture, de l'autre, de la bienveillance, du soin au vivant et à la planète. Très, très souvent, les personnes qui y travaillent sont un peu la variable d'ajustement, font tampon entre ce qui est possible et ce qu'on a envie de faire. Et du coup, effectivement, vous parlez de burn-out, on en parle de plus en plus, mais finalement, ça reste un angle mort souvent quand même dans les organisations. Donc revoir les processus et se demander ce qui a fonctionné ou pas, se poser la question de la coopération, de la motivation des personnes. C'est des sujets qui reviennent alors, dans le champ de l'économie sociale et solidaire, beaucoup, mais malgré tout, que ce soit ce champ-là ou le champ de la culture plus vastement, c'est vraiment une préoccupation parent pauvre, hein, je trouve. Donc je trouve ça vraiment important de le souligner, puis que là, que ce soit mis en œuvre d'une façon tangible, en fait. Enfin voilà, c'est ce qu'on oublie. Et dans des périodes difficiles, alors budgétairement difficiles déjà depuis longtemps, là politiquement absolument sidérante, l'individu, nous ayant envie de porter voilà, des vrais projets, des vraies missions, des vraies valeurs, on a tendance à s'impliquer au-delà de nos limites personnelles en fait. Donc du coup, on devient vraiment les variables d'ajustement, quoi. Donc la souffrance alors, au travail ou dans l'implication bénévole devient un coût qu'on paye sans même y penser et ça cause du tort aussi aux organisations d'ailleurs et aux missions. Enfin voilà, donc ça c'est merci en tout cas voilà, pour cette dimension-là de votre projet. Alors moi j'ai des questions à vous poser, mais peut-être est-ce que je vous propose en tout cas qu'on discute largement, alors avec vous Laurence aussi, mais c'est pas forcément un dialogue finalement parce qu'on a tous potentiellement des envies de réagir ou des exemples à apporter. Mais quand même Laurence, est-ce que vous avez envie déjà de porter un premier regard avant que surgissent d'autres questions, les miennes ou celles des auditeurs, mais est-ce que vous avez envie de réagir à quelque chose ou d'alimenter ou de... Oui, alors merci Gentiane et merci Emmanuel, c'est passionnant ce projet. Et au fil de votre présentation, je me suis noté deux, trois petites choses effectivement qui font écho à ce qu'on a dit avant ou à des projets que j'ai croisés.
Mais avant tout, j'ai apprécié la sémantique que vous avez utilisée sur ce projet Archipel, euh, avec voilà, les assises locales, le comité boussole, et voilà, ça, je trouve que ça participe aussi à l'écriture narrative du projet que voilà, de nommer les choses, de vraiment travailler les mots qu'on va utiliser pour nommer telle ou telle étape du projet. Donc ça, voilà, ça j'ai trouvé que c'était extrêmement séduisant. Euh, Vous avez parlé de vulnérabilité du territoire, et c'est vrai que dans le fait de se transformer, d'inventer des nouveaux modèles, la fragilité, c'est vraiment quelque chose qu'on qu'on pourrait prendre en compte aujourd'hui. Et pour ça, il y a un festival, le festival de verdure en banlieue parisienne qui a lieu tous les ans, c'est dans le bois de Boulogne. Et en fait, ils ont vraiment inclus cette fragilité à leur modèle économique parce que c'est en extérieur, il n'y a pas de solution de repli. Et en cas d'impossibilité d'accueillir le public ou de pouvoir faire les représentations, mais les dates sont tout simplement décalées, reportées, reprogrammées, et ça fait partie du projet. C'est plus un problème. Ça fait vraiment partie du nouveau modèle. Et c'est vrai que dans vulnérabilité, c'est quelque chose qu'on craint énormément, alors qu'il y a certainement là matière à travailler justement. Voilà, donc c'est les deux choses que j'ai notées, et voilà, je vous félicite pour tout le travail de coopération aussi qui est mis en place dans ce projet, et tellement nécessaire, et des parties prenantes. Merci de l'avoir largement souligné parce qu'effectivement, elles, on constitue tous ces nouveaux récits. Toutes les parties prenantes sont à prendre en compte, bien sûr. Alors, nous avons là une question. Alors, je vois qu'il y a une main levée, mais est-ce que je peux vous inviter, Marie-Angèle, à écrire votre question dans le chat? Et j'ai une question là que je peux vous rapporter qui concerne la pratique narrative. Quel profil et quelle formation cela recoupe-t-il? Alors, moi, je me suis formé pendant un peu plus d'un an là aux pratiques narratives avec une structure qui s'appelle la Fabrique narrative. Voilà, donc il y a un site internet, là, vous pouvez aller regarder. Ce sont des pratiques qui nous viennent fin des années 80 de Nouvelle-Zélande et d'Australie. Euh, Michael White et David Epstein, qui sont des travailleurs sociaux et psychothérapeutes, et qui travaillaient beaucoup sur évidemment les questions enfin, plutôt familiales, individuelles, familiales, et qui ont trouvé une voie, en fait, on appelle les pratiques narratives, et qui permettent comment dire, enfin, l'intention politique de ça, c'est de redevenir auteur de sa propre vie, en justement identifiant les histoires de problèmes, les histoires dominantes qui nous empêchent, et en essayant d'aller chercher les histoires alternatives, nos identités préférées. Voilà. Et donc, tout ce processus, donc c'est une espèce de voyage un peu cartographique dans lequel on va avec une façon de converser, un art de converser, un art de ciseler un certain nombre de questions par des praticiens qui sont influents et décentrés, c'est-à-dire dans le sens où c'est pas le praticien qui est expert, en fait, c'est la personne en elle-même qui est experte de sa propre vie. Et donc l'idée, c'est non pas de proposer des chemins, mais d'ouvrir des horizons, de faire ouvrir des horizons pour aider la personne à aller vers son histoire préférée. Voilà, souvent l'exemple qu'on prend, c'est un enfant qui est timide. C'est une histoire de problème importante puisque toute la communauté scolaire dit qu'il est timide, et ses parents le disent aussi, etc. Et en fait, les conversations permettent d'identifier ce qui ne sonne pas dans cette histoire dominante-là. Et en l'occurrence, ce qui ne sonne pas dans cette histoire, c'est qu'un jour, le gamin, il est monté sur scène, en fait, sur une pièce de théâtre, et qu'il a vécu autre chose. Et donc, toute l'idée des pratiques narratives, c'est de tisser les choses
entre notre identité et nos actions et le pays. Donc, c'est le paysage de l'identité, le paysage de l'action et le paysage de la relation. Voilà. Et donc, à travers ça, voilà, de trouver une nouvelle voie qui nous rend auteurs de notre propre vie. Et donc, découvrant ça, ça me permet de dire que les temps de réflexivité dont je parlais peuvent être complètement nourris de cette perception, mais du coup d'aller même au-delà, à l'échelle d'un territoire, par exemple, et justement de collectivement, dans des groupes de travail, de débusquer ces histoires dominantes qui nous empêchent et de débusquer les alternatives, et à partir de là, d'avoir des animations, des façons de faire pour tisser toutes voilà, ces histoires préférées. Et donc ça, c'est extrêmement inspirant parce que ça veut dire que, par exemple, si je reprends l'histoire du bassin minier, et ben, dans nos actions, dans une communauté d'agglomération, des acteurs intermédiaires comme nous, etc., ben, on va s'attacher à tisser ces histoires-là, à changer nos façons de faire dans nos journaux municipaux, par exemple, de plutôt mettre en avant des portraits de citoyens, etc., etc. Et donc ça, c'est extrêmement inspirant et ça ouvre une voie absolument considérable, considérable. Voilà, donc pour moi, c'est vraiment une belle découverte que ces pratiques narratives. Merci. Donc merci Marie-Angèle Rabaneda, voilà, vous souhaitez intervenir. Alors, est-ce que je peux vous donner la parole de façon un petit peu concise parce qu'on arrive à la fin de notre... mais avec plaisir pour vous entendre donc sur la question du temps long et la nécessité de transformer les politiques publiques. Oui, merci. Et puis merci à Emmanuel pour la présentation de ce projet passionnant. Oui, je voulais faire je vais être très, très synthétique. D'abord, je voulais demander à Emmanuel sur quel temps, justement, se passait ce travail, ces interventions d'artistes, etc. Donc alors les artistes interviennent sur une durée à peu près de 3 mois. Et après, c'est un peu en pointillé sur une durée globale de 6 à 8 mois. Voilà. D'accord. OK. Donc, effectivement, pour avoir effectivement expérimenté aussi des actions sur le territoire de résidence, etc., il y a quelque chose qui revient constamment, de façon récurrente, c'est la notion du temps. Et on est effectivement sur une société de la vitesse et les gens ont envie de prendre leur temps et de pouvoir travailler dans la profondeur. Et donc, du coup, c'est vrai que ce type d'action, on est vraiment sur de la politique de la relation et la confiance est un élément très important et ça demande un temps qui soit un temps long et un temps long qui puisse effectivement travailler sur une durée longue et de pouvoir installer ce type de travail de façon un peu plus pérenne. Voilà. Et donc moi, à mon endroit, je travaille au Conseil régional de la Réunion. Voilà, je m'interroge sur comment effectivement on transforme ces politiques publiques qui sont sur un principe de l'annualité budgétaire souvent et qui sont sur des politiques de soutien très classiques, de la création, de la diffusion, etc. Et comment on peut les inscrire effectivement de façon pérenne, qu'elles deviennent le droit commun et non plus l'exception. Voilà, Mhm. donc Mais comment dire, je suis apaisé en fait avec cette notion-là, notamment si en plus on la met en parallèle avec l'accélération du changement climatique, etc. Et je me dis en fait, effectivement, il faut prendre le temps parce que sinon, ce sont les idées non systémiques. Ce sont les idées qui ne font pas les liens en fait qui surgissent. C'est ce que je disais tout à l'heure, par exemple, sur les solutions technicistes, etc. Et pas les idées fortes. Donc ça veut dire que pour que ces idées-là soient bien présentes, il faut prendre le temps de dialoguer, etc. Donc il y a un élément que je n'ai pas forcément traité tout à l'heure, mais c'est cette notion de mise en trajectoire qui est extrêmement importante. On a fait des temps qu'on appelle de mise en trajectoire, de dialogue entre les élus justement pour se resituer dans le temps, notamment,
et d'essayer d'émerger dans le tourbillon dans lequel nous sommes. Et ces conversations-là, avec des supports dessinés, en fait, hein, là, je ne vais pas avoir le temps de l'expliciter plus, nous permettent notamment de travailler sur les identités collectives. Et là, ce qu'on a vu, par exemple, dans cet exemple, là, dans le Pas-de-Calais, c'est que les élus partageaient notamment le plaisir qu'ils ont à discuter avec les gens, à être en lien avec les habitants, etc. Et ça, c'est un élément qu'on a fait ressortir d'identité collective préférée, qu'ils ne s'étaient jamais dit. Ils ne s'étaient jamais dit ça au détour de leurs conseils communautaires, conseils municipaux, etc., etc. Et ça a fait germer une idée, en fait, qui est de dire, en fait, ça, vous avez ce talent-là, vous avez cette identité-là et cet appétit-là. Et en fait, il faudrait le muscler encore. Et donc, l'idée qui ressortait, c'était de se dire, bah, il faudrait que l'on se forme collectivement, que vous vous formiez au dialogue territorial. Et ça demande, c'est une ingénierie spécifique, en fait, hein. Souvent, on fait appel à l'ingénierie technique, mais moins à l'ingénierie sociale. Et donc, voilà, ça, c'est une idée qui est ressortie. Malheureusement, on n'a pas pu la mettre en œuvre parce que les inondations sont arrivées à ce moment-là. Et d'ailleurs, c'est à ce moment-là qu'on aurait eu besoin de ces compétences-là et que ça ne s'est pas mis en œuvre. Et pourquoi c'est important, là, sur le sujet qu'on traite, notamment sur l'adaptation, c'est que les solutions à mettre en œuvre sur l'adaptation relèvent beaucoup du monde agricole. Et donc, pour embarquer le monde agricole, il faut savoir converser avec eux. Et donc, la qualité du dialogue est excessivement importante. Et donc, le dialogue, c'est une technique, c'est une méthodologie, c'est une posture. Et ça s'apprend. Et donc, ça, c'est un champ, mais considérable qui est devant nous. Et donc, bah, ça demande du temps, en fait. Ça demande du temps, des compétences, de l'innovation sociale. Et on se bat jour après jour pour que ces notions-là apparaissent. Par exemple, dans les COP territoriales qui se développent, stimulées par l'État, ce qui ressort, c'est la culture scientifique, la culture technique, le nombre de kilowattheures, etc. Et jamais la transformation culturelle, la transformation enfin, des modes de vie, la manière de dialoguer, etc., etc. Voilà. Et ça, c'est le combat qu'on doit mener. Et c'est un combat dans lequel la culture a pleinement sa place, hein, pleinement sa place. Gentiane, je peux intervenir? Absolument. Je voulais rebondir, je suis 100% dans la même vision qu'Emmanuel et en fait, pour tenter une réponse, Marie-Angèle, c'est un petit peu la piste que j'ouvrais en fin de présentation quand je parlais de travailler collectivement autour des indicateurs. Effectivement, quand aujourd'hui, là, je me place du côté des compagnies ou même des structures culturelles à qui on demande, parce qu'elles sont subventionnées, de créer chaque année un nouveau projet et de le diffuser le plus possible, etc. Et puis on va venir évaluer la réussite du projet de la compagnie sur le nombre de dates, le nombre de créations, le nombre de spectateurs. Voilà, c'est collectivement et autour de ces indicateurs-là qu'on pourrait retravailler la question du temps, justement. Est-ce qu'il faut vraiment que chaque artiste produise une nouvelle création chaque année? Enfin, c'est des vraies questions à se poser et Emmanuel proposait des solutions de réflexion collective qui sont formidables et c'est vrai que c'est ensemble qu'on pourra retravailler ces indicateurs, vraiment entre les gens de terrain et puis les accompagnants et aller voir ceux qui, ceux qui décident. Sur la question des indicateurs, je voulais juste illustrer avec un exemple à Los Angeles, là, dans la commune où nous sommes, il y a un dispositif qui s'appelle les ch'tis TEDx, donc inspiré des TEDx que vous connaissez, les conférences TEDx. Donc là, c'est à la mode de ch'ti. Et donc l'idée, c'est que les porteurs de projets sur la commune sont invités à pitcher ce qu'ils ont réalisé. Et donc, ils sont coachés par une journaliste qui les aide à faire cela. Mais la singularité de ça, c'est que contrairement au TEDx classique, là, on a vraiment des instants de débat avec la salle. Et ce qui est important, c'est que dans la salle, on a les élus et les techniciens de la collectivité, notamment au-delà des habitants, des partenaires, etc. Et c'est en ça où ce que l'on dit, c'est que tout ce qui compte ne se compte pas toujours, mais se raconte, pour aller chercher du qualitatif.
Et donc, ces moments-là sont extrêmement intéressants parce que ça permet d'évaluer, en fait. Alors, notamment de reconnaître, de mettre en valeur ce qui a été fait, mais aussi d'évaluer. Et parfois, dans les récits, enfin dans les pitchs, la collectivité n'était pas au rendez-vous au démarrage du projet. Et donc, c'est l'occasion de débattre de ça, aux élus d'expliquer pourquoi, comment, de reconnaître les difficultés, et pareil pour les techniciens. Et donc, et ça, c'est super intéressant parce que c'est à partir de ces récits-là qu'on évalue mieux les choses, qu'on reconnaît mieux le travail qui n'est pas forcément visible, que l'on conforte les identités. Alors là, j'ai des tas d'histoires là-dessus, c'est absolument incroyable. Des identités nouvelles, des identités préférées, en fait. Euh, et, euh, euh, et donc, du coup, ça permet voilà, de créer une valeur qui est absolument importante, qui est la confiance, en fait, et de créer une ambiance de confiance sur le territoire qui sera un terreau propice pour développer d'autres initiatives, etc., etc. Voilà, donc c'est juste pour illustrer par rapport à la question des indicateurs, que évidemment ils sont importants. Moi, je suis le premier à le dire puisque je pilote des observatoires, mais que du coup, il y a d'autres dispositifs pour aller chercher ces résultats qualitatifs. Merci. Euh, j'ai l'impression qu'on arrive très doucement à la conclusion de ce webinaire, absolument passionnant. Je ne sais pas si je vous pose une dernière question. Bérénice, est-ce que je pose une dernière question ou est-ce que tranquillement on se dit c'est l'heure d'aller déjeuner? On prend peut-être 2-3 minutes sur une dernière question. Alors, j'avais envie de vous demander, vous avez rencontré des écueils, voilà, qu'est-ce que vous feriez autrement aujourd'hui? À défaut d'avoir une évaluation quantitative avec des indicateurs, vous avez justement ces retours. Quels conseils vous pouvez donner à ceux qui ont envie de s'inspirer de cette démarche en fait? Moi, j'ai un conseil sur vouloir travailler à partir des récits nécessite une culture commune dans un groupe de projet et une stratégie. Et s'il n'y a pas de stratégie, on bricole en fait, ou on fait des coups. Et en fait, on milite avec la Fabrique des transitions hein, sur cette idée que la mise en récit n'est pas un coup comme ça, où on fait d'un seul coup, tiens, je vais faire une bande dessinée, tiens, je vais faire un spectacle, je vais faire ceci, cela, etc. Non, c'est un travail de long cours et qui s'intéresse aussi au changement de posture. Voilà. Et donc ça demande une stratégie précise. Voilà. Donc nous, c'est ce que l'on voit dans différentes expérimentations. Voilà, je pourrais vous en raconter plein d'autres, hein, notamment sur les questions alimentaires. Mais du coup, voilà, ça demande ça. Et quand on fait ça, c'est-à-dire la stratégie, c'est avoir des dispositifs réflexifs dans les organisations, penser le storytelling avec des garde-fous, avoir des moments de mise en trajectoire en croisant. Par exemple, on fait des batailles de récits, entre guillemets, c'est-à-dire qu'on a une table d'élus qui fait la trajectoire d'un projet, on a une table d'habitants, une table de techniciens, etc. Et ensuite, on confronte ces différentes trajectoires. Et évidemment, on voit que tout le monde n'a pas la même perception. Et quand il y a de la résonance, on cultive ça pour cultiver le groupe, le sens, l'étoile vers laquelle on va. Et puis quand il y a des dissonances, ce sont des débats. Et là, ça permet d'expliquer, ça permet de lever, d'expliquer les freins, etc. etc. Voilà. Et donc, c'est un peu tout ça, en fait. Voilà. Et donc, quand on ne fait pas ça, on se trompe. Voilà. Et nous, de la première expérience qu'on a eue sur Archipel, on n'a pas assez pensé la manière d'accueillir les émotions, les réflexions. Voilà, donc là, sur la prochaine, en termes de méthodologie d'intelligence collective, on va être beaucoup plus fort là-dessus. Voilà, donc ça, c'est un exemple qu'on a eu. Et puis après, il y a un autre truc, c'est que, comment dire, il faut célébrer les victoires, les petites avancées, et ne pas se désespérer des réticences et du fait que les gens ne changent pas tout de suite, en fait. Voilà, ça prend du temps. Merci beaucoup. On est à 2 minutes de la clôture de ce webinaire et voilà, c'est une très très belle conclusion. Je suis ravie d'avoir posé cette question. Merci beaucoup Laurence Guettem et Emmanuel Bertin. Vraiment, c'était extrêmement passionnant de là où j'étais et je crois aussi pour vous. Et je te redonne la main, Bérénice, peut-être pour nous dire au revoir. Merci à toutes et à tous. Merci à nos intervenants pour ce webinaire.
Et puis, vous redire qu'on vous donne rendez-vous le 9 juillet prochain pour le dernier webinaire de ce cycle, qui sera sur la question de la coopération avec Raphaël Besson et Agathe Cuesta. Donc Raphaël Besson qui est chercheur indépendant, qui travaille beaucoup avec le LUCA sur la question de la coopération et qui vient donc de publier le livre Pour une culture des transitions. Et Agathe Otavi qui travaille pour l'agence Cuesta. Merci beaucoup à tout le monde.